Salut à tous et à toutes, vous écoutez Calivision. Un nouveau format sur la chaîne aujourd'hui, format récit de vie. Et c'est la première, donc un nouveau format qui va permettre à des gens de venir raconter leur parcours, leur vie, leur existence. Et la première, la marraine du coup de ce nouveau format récit de vie, c'est Karine Lampe, Kael, qui est avec nous. Sois la bienvenue, Kael. Merci, bonsoir et merci. Alors, on va discuter aujourd'hui de ton parcours, de ta vie, reprendre depuis ton enfance. Et alors, dans ton cas, ça a été relativement facile pour moi puisque tu as écrit un livre qui s'appelle Ma bonne étoile, qu'on peut retrouver Oui, sur Amazon. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description pour vous procurer le livre. Je crois que tu peux même l'envoyer en PDF aux gens s'ils te demandent. bah c'est ça, on a créé un compte PayPal. Voilà, pour que les gens puissent acheter en PDF directement. Il suffit que j'ai l'adresse email des gens et je l'envoie, quoi. Ils Mm, mm. sont passés par Amazon. Mais on peut le recevoir par mail. Donc ce livre, Ma bonne étoile, il raconte ton parcours, ta vie, qui a été riche en rebondissements, on peut le dire. En même temps, pour en faire un livre, Il vaut mieux. il vaut mieux. Et toi, c'est clairement le cas, hein, des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, on pourrait dire. Et même si, malgré tout ça, tu gardes quand même une. Enfin, c'est pas misérabiliste, quoi, ton livre. On n'est pas dans Non, le pathos, alors que pourtant, on pourrait, avec ton parcours, tu pourrais très bien t'apitoyer sur ton sort et voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ni ton caractère, ni ton attitude, ni ta mentalité. Donc ça, non. c'est déjà quelque chose d'impressionnant. Parce qu'on va le voir, euh, tu as une vie vraiment voilà, riche en événements, riche en Ouais, épreuves. mais ma reine, je suis contente. Mais tu es contente, moi, c'est le plus important. Alors, peut-être pour commencer, situer un petit peu ton parcours. Donc, tu es né en 74 en Moselle. Mhm. Tu dis dans ton livre avoir eu une enfance idyllique, avoir eu une famille qui t'a beaucoup entouré. Tu étais même précoce, hein, tu parlais très jeune. Ouais, j'avais 18 mois. Je me rappelle pas, c'est ma mère qui le dit. Ta mère dit que tu t'exprimais très bien dès 18 mois, que tu avais une bonne élocution. J'allais chez mes grands-parents paternels et mon grand-père était journaliste. Hmm. Tu, Journaliste, alors forcément, le goût des mots, ouais, tu dis que c'est lui qui t'a transmis ce goût des mots. ouais. Donc, ce Ah, grand-père journaliste, oui. mais je ne suis pas journaliste comme toi. Alors, tu as quand même fait de la radio comme moi. Comme toi, j'ai fait de la radio, ouais. Mais, On en parlera aussi de ton expérience en radio. ouais, ouais. Ah, t'as quand même interviewé, bon, on peut le dire, t'as quand même interviewé Alain Chabat, ce qui est quand même beaucoup de journalistes Oui, qui en rêvent, je mais pense. c'est un gros bide. On Oui, s'est marré l'été. C'était il y a 25 ans maintenant. Et on a bien rigolé. ouais, tu dis que l'interview était pas vraiment préparée, que ça s'est fait un petit peu au dernier moment, et que du coup, tu t'es retrouvé face à lui. Euh, Bah, je connaissais rien. oui, t'avais même pas vu le film, t'avais vu le film quand même. Ouais, bah oui, il y avait une séance Il y avait une avant. séance du film. Mais Ah, ouais, mais du coup, lui, il t'a beaucoup fait rigoler, vous avez beaucoup rigolé, parce que voilà, même une interview pas préparée avec Alain Chabat, c'est quand même un j'ai grand une moment. photo. T'as une Ouais, photo. D'accord. ouais, c'est une photo. Elle est affichée dessus là. J'ai un bureau là. Je suis désolée, je peux pas tourner l'ordi, mais du coup, Bah, si tu me l'envoies après coup, je l'incrusterai dans la vidéo, si tu me l'envoies cet après-midi, avant la diffusion. bah, non, je te l'enverrai pas Ah, d'accord. parce que je sais pas comment faire. D'accord, bon, c'est pas grave, on te croit sur parole là-dessus. En tout cas, c'est quand même quelque chose que beaucoup de journalistes, de critiques cinéma aimeraient faire, une interview avec Alain Chabat. C'est quand même une. Je comprends que ce soit un grand moment dans ta vie de radio, de cette interview. Et tu en parles dans ton livre.
Le grand moment, c'est le bide, en fait. Le bide. Toi, tu t'en souviens comme d'un bide. Bah ouais. Euh, bah ouais. Un bon moment en tout cas, et c'était comme un vieux copain qu'on connaît depuis longtemps et avec lequel on se marre et on s'éclate et ouais, c'était... Ouais, il était marrant, il m'a fait des super réflexions. T'as encore l'audio de cette interview, le son quelque part? Une cassette ou quoi? Non, Non. T'as pas de trace? non. Ok. Bon, on va revenir sur ton enfance et pour reprendre le fil de ton livre. Donc, tu nous dis que tu as une enfance idyllique, pourtant, très peu de temps après, dans le livre, quelques pages plus tard, tu nous racontes qu'avec ton père, c'était quand même compliqué, qu'il a abandonné la famille, hein, tu le dis comme ça. Ouais, Donc, il a. bah, Oui. je me souviens surtout d'une fois où il était un peu beurré, Mhm. un peu beaucoup même, et où il me donnait une super grosse fessée. Oui. J'avais quoi, 5 ans, un truc Mhm. comme ça. Et ben, on m'a mis de la pommade, donc c'était pas l'amour fou, c'est clair. Mhm. Ouais, donc un père violent. Quand j'avais 6 ans, ben, il est parti. Mhm. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait plus sa brosse à dents Mhm. dans le pot à brosse à dents. Et là, tu t'es rendu compte qu'il avait quitté la famille, qu'il avait abandonné la famille. Ouais, c'est violent pour un gosse Bien sûr. quand même. Oui, Enfin, avec le recul, je trouve. non, bien sûr, bien sûr. Surtout que ton père, il n'a pas ensuite cherché forcément à se racheter ou à te recontacter particulièrement. En tout cas, il n'a pas donné de signe montrant que Il finalement, n'aimait pas les filles. il n'aimait pas les filles. Ben, en fait, il y avait... je suis l'aîné. Mhm, Ensuite, c'est arrivé mon frère. mhm. Et 2 ans après. Et 3 ans après, mon frère arrive un bébé. Et quand il a su que c'était une fille, Mhm. c'était fini. Donc ça, c'est ta Parce sœur que, Hans. ouais, Anne-Cécile, ouais. Mhm. Ok, et vous êtes trois, hein. Tu as d'autres sœurs ou d'autres frères? Non, on n'est que nous trois. C'est déjà pas mal. Ouais, et on est trois. On est loin les uns des autres, mais on s'aime. Vous êtes loin des uns des autres géographiquement? Ouais, Vous êtes tous installés dans des coins différents de la France? ouais, ouais. Bah, ma mère, elle est à une cinquantaine de kilomètres de Paris, mais à Mhm. l'ouest. Ok. Ma sœur est à Toulon et mon frère est en Guadeloupe. Ah oui, et toi en Moselle? Non, je suis à Strasbourg À Strasbourg maintenant, maintenant, ok. D'accord, en donc Alsace. en Alsace, à Toulon, en Guadeloupe et à l'ouest de Paris, donc oui, vous êtes pas mal écartés, Ouais, géographiquement. mais bon, c'est les fun et puis on s'aime. Hmm. Oui, vous êtes restés proches, contrairement à ton père, comme je disais, qui lui n'a pas voulu, même quand tu es devenu adulte, chercher à te recontacter. Tu racontes un moment dans le livre un passage qui fait mal au cœur où ta fille te dit qu'elle veut connaître son grand-père, donc tu l'appelles et en fait il te dit très rapidement non non mais j'ai pas envie de vous rencontrer, j'ai pas envie d'en savoir plus et il raccroche quoi. Et Ouais. c'est vraiment terrible. Euh, bah, j'ai trouvé ça terrible pour ma fille. Oui, oui, bien sûr. Moi, T'avais moi, déjà fait le deuil. ouais, je pense.
Hmm. Euh, Il a bien tenté de reprendre ce rôle de père quand j'ai eu ma première rupture d'anévrisme. Mhm. Après, il voulait, il voulait que je me fasse opérer Mhm. puisqu'on me diagnostiquait une rupture possible puisque j'avais une anomalie dans la tête. Hmm. Alors, on va en parler évidemment de tes deux ruptures d'anévrisme que tu as eues assez jeune, mais j'aimerais qu'on y arrive progressivement pour essayer de voir si dans ton enfance il y a peut-être des choses qui ont provoqué ça, même si on peut jamais l'établir de manière sûre. Je pense que quand on lit ton parcours, et même toi tu en parles dans ton livre, hein, il y a certains événements qui peuvent expliquer pourquoi tu as aussi subi cette rupture d'anévrisme et pourquoi tu as eu ces problèmes de santé parce que tu as eu vécu dans ton adolescence des moments quand même assez difficiles. Donc après le départ de ton père, ta mère se remet en couple avec un certain James qui lui est carrément un pervers, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Je sais pas non plus parce que ça va passer sur YouTube alors On comme donne pas son nom, hein. ah ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, dans le livre, tu racontes qu'il a eu au moins des regards vraiment gênants, voire des gestes complètement inappropriés. Donc Et voilà, suite au père qui abandonne, c'est le beau-père qui prend le relais, qui lui est voilà, quelqu'un qui a des gestes complètement déplacés. c'est vrai ça. J'ai pas été gâtée à ce niveau-là. Hmm. Euh, Le souvenir que j'en ai, c'est quelqu'un d'autoritaire en fait, Mhm. qui se la jouait beaucoup. C'est un banquier, ça veut tout dire. On a qui comme président euh, et enfin, ou c'était un banquier ou c'est un banquier. Hmm. Si ça l'est toujours, il doit être bien placé Hmm. maintenant. Oui, banquier pervers. Donc, Ouais. donc ta mère, heureusement, fort heureusement, divorce d'avec lui au bout de quelques années. Et tu dis dans ton livre que c'est à ce moment-là que ta mère se tourne vers la religion. Ouais. Vers la spiritualité en fait. Hmm, oui, la spiritualité, oui. Et là, justement, la spiritualité, c'est une thématique qui traverse le livre. C'est quelque chose qui t'a aidé, qui a été en tout cas Bah, elle une me quête pour l'a toi. transmise Hmm. finalement. C'est vraiment au moment du divorce que ça l'a beaucoup aidé. Mhm. Et bah, du coup, moi, c'est... Oh, peut-être que j'étais déjà spirituel un petit peu. Avant, j'ai eu ma fille à 20 ans. Mhm. Et quand j'ai eu ma fille, euh, j'ai lu les 9 marches d'Hémorragie Gévaudan, par exemple. Les 9 marches de quoi? D'Hémorragie Gévaudan. Qu'est-ce que c'est? C'est les auteurs, ils sont deux. Ah, d'accord. Je connais pas ce livre. Ouais, bah, c'est normal, c'est pas politique. Moi, je suis plutôt cartésien, effectivement, que spirituel, mais ça m'intéresse de voir quel rôle joue la spiritualité dans la vie de gens, à quel moment, finalement, ça prend une importance dans leur vie, pour quelles raisons, etc. Je trouve ça très intéressant, même, Bah, même si moi, c'est pas forcément, j'ai pas la foi, par exemple. oh, mais il y en a beaucoup. Ouais. Euh, euh, J'étais déjà un peu entraînée avec ma mère qui me parlait beaucoup
de ses lectures, de ses rencontres, Mhm. ses expériences, c'est les gens qu'elle rencontrait. Ouais, on va y revenir parce que c'est un peu un fil conducteur de ton livre et de ta vie, du coup, cette spiritualité. On va y revenir plusieurs fois, je pense. J'aimerais continuer sur ton parcours. Donc, tu arrives à l'adolescence, après une enfance que toi tu décris comme idyllique, mais on l'a vu, il y avait quand même, t'as quand même pas eu de chance au niveau on va dire, des figures paternelles qui ont été là, qui ont été plutôt désastreuses. Oui, mais Mais bon, si on s'arrête pas à oui, oui, non, ça, bien sûr. Mais je trouve que c'est intéressant pour. Enfin, pareil, il y a des fils conducteurs qu'on peut voir dès l'enfance se dessiner. Et effectivement, ton rapport avec les hommes, on va voir que. Enfin, c'est surtout le rapport des hommes avec toi. Et finalement, voilà, le fait que certains hommes qui se sont approchés de toi ont été plus que. Enfin, étaient des mauvaises personnes, quoi, clairement, étaient des êtres malveillants. On va y revenir aussi. Mais j'aimerais revenir sur ton adolescence. Tu parlais de ta mère. Et ta mère, à l'adolescence, tu lui en as fait voir quand même des vertes et des pas mûres. Je cite un extrait du livre, hein, un petit paragraphe. Donc, tu es en pleine crise d'adolescence, tu sèches les cours tout le temps, tu es une vraie peste, hein, si on en croit ce que tu écris dans le livre. Et ta mère l'a confirmé, hein, dans l'interview avec Canal Concorde. Et dans le livre, tu écris: J'étais même allé jusqu'à me plaindre de ma mère auprès d'une association de défense des droits des jeunes, l'amenant à comparaître au tribunal. J'étais une teigne et je le regrette amèrement. Pardon, maman. Effectivement, envoyer sa mère au tribunal, il faut quand même, à l'adolescence, faut quand même être sacrément. mais Une je sacrée ne peste, m'en quoi. souviens pas. Tu t'en souviens pas, d'accord. Je me souviens vraiment pas de ça. D'accord. Donc c'est elle qui te l'a raconté, ça aussi? Non, c'est ma sœur, c'est elle, c'est mon amie d'enfance. Mhm. D'accord. Parce que suite à ta première rupture d'anévrisme, du coup, t'as perdu une partie de tes souvenirs. Ou c'est juste quelque Suite chose que t'as à la oublié? première, non, mais Hmm. la deuxième, Hmm. oui. D'accord. On va y revenir parce que euh, justement, pour moi, il y a là l'événement qui arrive, qui a sans doute été déterminant, et tu en parles toi-même dans le livre, donc je pense pas trop psychologiser ou imaginer en disant ça, mais c'est ta relation. Bon, tu as ta première rencontre amoureuse en colonie de vacances, et ensuite tu as une relation avec un certain Patrick, avec qui tu tombes enceinte, donc tu avais quoi, 15-16 ans à cette époque-là, au moment de ta relation avec Patrick? Ouais. Donc tu as voilà, 15 ou 16 ans, tu tombes enceinte, toi ton désir c'est de le garder, Patrick lui est plus hésitant. Ses parents étant très catholiques, tu te dis que si finalement c'est révélé aux parents de Patrick, ben, vu leur religion, vu leurs croyances, ils vont pas vouloir avorter et ils vont vouloir que tu le gardes. C'est bien ça, hein, je résume bien. Ouais, mais finalement, j'avais 18 ans. T'avais 18 ans, d'accord, ok, 18 ans. Et donc les parents de ce jeune Patrick, au lieu de t'encourager à garder l'enfant et voilà, de refuser de procéder à un avortement, bah finalement, ils te retournent un peu le cerveau, en tout cas, on va dire, ils te forcent plus ou moins par des arguments, mais sans te laisser vraiment le choix, à avorter parce que leur fils, ça va nuire à sa carrière, ça va nuire à ses études, etc. Enfin, pour des raisons bon, qui sont quand même assez étranges de la part d'un couple de catholiques, hein, qu'on imaginerait catholique tradit, en plus, je crois que tu dis, donc c'était pas. Ouais, Voilà. Mais dès que ça touche leur fils et l'avenir professionnel de leur fils, là on oublie toutes les valeurs religieuses et finalement on force quelqu'un à avoir un avortement. Alors évidemment l'idée c'est pas d'être pour ou contre l'avortement, mais simplement de dire que quand on force quelqu'un à avoir un avortement, bah, c'est quelque chose de traumatique. C'est voilà, quand on en n'est pas tout prête à cas, avoir un enfant, évidemment ça paraît logique d'avorter, mais en l'occurrence toi tu voulais le garder, tu voulais élever cet enfant. moi, je l'ai très mal vécu. Et il était clair que Patrick n'en voulait pas Mhm, et que je l'aurais élevé seul. mhm. Et tu étais prête à Donc, ça? bah non, Non. je voulais qu'on soit deux, c'est Mhm. normal. Oui, c'est normal.
bien sûr. Mais du coup, ses parents, malgré leur pseudo-valeurs religieuses, finalement, sont allés complètement contre ce en quoi ils croyaient pour l'avenir professionnel de leur fils. Ouais, ouais, mais par contre, ben, je ne suis pas du tout rancunière. Bon, j'ai avorté, Mhm. je l'ai mal vécu, j'étais dans le Nord. Longtemps, je suis restée dans ma chambre dans le Nord à écouter Pink Floyd. Et puis, finalement, j'ai fait du piano avec la petite sœur de Patrick. D'accord. Et la petite sœur, euh, qui était sortie avec mon frère en plus, Hmm. jouait et moi je chantais. Et je mangeais souvent chez elle, chez sa mère, tout ça. Et je n'étais plus avec Patrick de toute façon. Une fois que j'avais avorté, c'était terminé. Hmm. Mais tu as continué à voir ses, pardon, tu as continué à voir ses parents après l'avortement? Ouais. Ça devait être dur pour toi, ça aussi. Bah, non. Non, ça va? Tu sais, quand elle jouait du piano, Babs, alors quand quelqu'un... ouais, moi je chantais, j'avais une voix, bon, bien sûr pas la même qu'aujourd'hui, et je chantais bien d'ailleurs, et ça adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs, oui, comme on dit. Et donc, suite à ça, tu continues un petit peu on va dire, ta folle jeunesse, tu sors beaucoup, tu fais beaucoup la fête. Et, et à 20 ans, c'est la première rupture d'anévrisme. Je crois que la première, c'est quand tu es dans un bar, tu es en train de t'amuser, et puis d'un coup, tu fais un malaise et tu te réveilles Non, à je l'hôpital. danse Tu justement étais en train de avec danser Patrick. avec Patrick. Ok, ouais. Hein? Ouais, donc c'est vrai que le Ça, lien. c'était, disons oui, après l'avortement, mais on était restés amis. Mhm. Mm, ouais, c'est Oui, un vous étiez dans le truc. même groupe d'amis, vous continuez à sortir ensemble, à vous voir, et tu dansais un rock avec Patrick quand soudain, ben, Ouais, ta vie a quand, basculé à ce moment-là. pardon, Je dis ta vie a basculé à ce moment-là. ben, comme je suis tombée dans le coma, euh, je m'en rappelle pas Mhm. trop. Mhm. Alors les médecins disent à ta mère que si tu te réveilles, tu seras un légume, et qu'il Voilà, est probable que tu ne te réveilles jamais, voilà. et que tu partes très, très vite. Donc ça c'était, tu avais 18 ans, donc c'était dans les années 90. C'était en 92. 92. Donc cette année-là, les médecins disent à ta mère que tu seras un légume ou que tu ne te réveilleras jamais. Et bon, aujourd'hui, en 2020, tu es toujours parmi nous, donc c'est bien qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du miracle. Mais la première rupture d'anévrisme, ça s'est passé très normalement. Enfin, très. Je suis sortie de là très normal, Hmm. avec un œil qui portait un peu, mais pas. Il n'y avait rien de flagrant ou j'ai continué à aller en cours, Mhm.
Bon, j'ai redoublé quand même. J'ai redoublé ma terminale, mais sinon, à part ça, ouais, j'étais normale, entre guillemets. Alors, tu subis quand même une opération importante avec un criquet, comme tu dis, qui t'est mis dans la tête. Je vais lire l'extrait que tu as écrit quand tu écris à ce sujet dans ton livre. Un bel interne brésilien m'a donc opéré pour m'implanter une valve sous-cutanée dans le crâne après me l'avoir intégralement rasée. Cette valve faisait un vacarme du tonnerre dès qu'elle se mettait en marche pour évacuer sang et liquide céphalo-rachidien. Elle faisait un bruit de criquet, c'était le sud dans ma tête. Donc cette valve, est-ce que tu l'as toujours aujourd'hui? Ouais, Est-ce que tu entends encore ce bruit de criquet? Elle est là? Ok. je l'ai entendu une fois quand j'étais au Brésil Mhm, pour, lors d'un voyage spirituel, justement. mhm. On va en parler aussi de tes voyages en Inde, au Brésil, au Sénégal. On va évidemment en parler. Mais justement, dans le livre, quand tu reparles de cette fois où tu entends le criquet, je me demandais si suite à ça, tu l'avais réentendu fréquemment ou si ça a été juste une fois en fait depuis Une cette période-là, fois, quoi. Une seule fois. D'accord, oui. d'accord. Et oui, effectivement, avoir un criquet dans la tête qui en fait pompe le sang pour quoi éviter que l'anévrisme se reconstitue, c'est quoi exactement le but? Bah, c'est ça. Il te l'implante au niveau du cerveau, du crâne. Mhm, Et ouais, ça pompe le sang et le liquide céphalo-rachidien, qui est en trop et qui devrait pas être là. mhm. Et j'ai un film qui passe là tout le long jusqu'au cœur. Ça se voit pas. D'accord. Enfin, si j'avais une cicatrice, mais comme j'en ai une seconde là, euh, du coup, les deux s'entremêlent. Et puis moi, je fais pas gaffe et je me bats alors. Mais Je donc, vois pas bien. et donc le sang qui est pompé par cette valve est ramené au cœur en fait. Voilà. D'accord. Ah oui. Et pourquoi tu es scientifique aussi? Non, absolument pas, justement. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'essaie de comprendre. Voilà, je connais rien de tout ça, donc j'essaie de comprendre. Pour expliquer peut-être à ceux qui n'ont pas forcément conscience de ce que c'est une rupture d'anévrisme, ça correspond à quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que justement, je pense que comme moi, beaucoup de gens ne sont pas médecins, ne sont pas scientifiques, et donc on mélange peut-être un peu tout, AVC, rupture d'anévrisme, crise cardiaque, voilà, on ne sait pas trop en fait exactement qu'est-ce qui est quoi. Donc est-ce que tu peux nous... C'est un AVC finalement. D'accord, c'est un AVC en plus C'est- grave, c'est ça, c'est ce que tu dis dans le livre. Voilà. C'est un accident vasculaire, une poche de sang qui se forme dans une veine et qui éclate. Mhm. Et malheureusement au cerveau, donc ça, ça a niqué toute la partie gauche déjà Mhm. à l'époque. Et c'est pour ça qu'on m'a implanté la valve à gauche. Sur l'écran, je sais que c'est inversé, mais bon, Oui, ça va être inversé, ça bouge effectivement. quand même. Oui. Mais oui, puisque le cache, par exemple, que tu as sur l'œil, moi, bêtement, la première fois que j'ai vu Canal Concorde, je pensais que c'était en hommage aux Gilets jaunes qui avaient été éborgnés. Bon, c'est un peu bête de ma part. Tu expliques dans ton livre que ça n'a rien à voir. Idée. Ouais. Bah ouais, c'est ce que j'ai pensé la première fois que je l'ai vu, hein. Je me suis dit, ah, tiens, Kael, elle rend hommage aux éborgnés, mais en fait, non, tu en as besoin parce que tu as une mydriase à l'œil droit, c'est bien ça le mot? Ouais. Myositis et midriase, mais tu deviens médecin.
Et à force de revenir sur ton livre, effectivement, j'ai pris quelques termes. Donc c'est qu'en fait, ton œil est beaucoup plus sensible à la lumière et du coup, ça t'est douloureux de l'exposer trop à la lumière de l'ordinateur ou même la lumière du soleil. Et puis surtout, c'est qu'il louche. Hmm, Il dit un peu marre de l'autre en partant à l'extérieur. hmm. Mais c'est un strabisme suite à à ta rupture d'anévrisme. Ouais, ce moment-là, après la première, il est petit. Ouais, c'est pas un strabisme. On le voit sur les photos, j'ai l'œil rouge. Hmm. Mais C'était pas encore très gênant. il est pas violent, Hmm, non, c'est pas comme maintenant. hmm. Oui, donc pour revenir sur ton parcours, donc suite à cette première rupture d'anévrisme, tu retournes au monde réel, on va dire, après avoir vécu un peu urgence en direct, comme tu le décris, avec les histoires entre les internes, les médecins. Enfin, t'avais même pas besoin de regarder la série Urgence qui cartonnait à l'époque, puisque tu étais finalement immergé dedans. Ah, Donc suite à c'est cette... Enfin, oui, tu veux dire quelque chose sur cette vie aux urgences. Non, tu l'expliques dans le livre. On va garder quand même des choses pour que les gens qui achètent le livre découvrent. Hein. On va pas tout révéler, mais effectivement, tu, tu racontes un petit peu ces histoires entre médecins, etc. Enfin, le fait d'être immergé là-dedans, un peu malgré toi. Donc, ton retour à la réalité quotidienne, il va être un petit peu compliqué, évidemment, au début. Ta sœur t'aide beaucoup. Donc on peut lui rendre hommage peut-être ici. À cette époque-là, tu dis qu'elle s'est démultipliée et elle faisait vraiment beaucoup de choses pour toi, la cuisine, etc. Donc je pense que c'est... non, ça c'est pour la deuxième Ah, que c'était pendant la deuxième, pardon, je confonds. tu mélanges. Je Mais mélange. ma vu que j'avais perdu la notion des distances, Mhm. avait collé par exemple du coton, des mouchoirs ouais, sur les angles de son bureau. Hmm. Je passais pas longtemps mais dans la même chambre et pour ne pas que je me fasse mal. Bon, pour rendre hommage à ma soeur quand même, parce Rendons-lui que hommage quand même, oui, tu as raison. elle est, elle est géniale, ma soeur. C'est normal, c'est ma soeur. Et puis mon frère, bah, dès que je suis sortie du coma, je l'ai appelé. J'étais confuse, hein, je ne m'en souviens pas. Je l'ai appelé mon étoile, qui veut tout dire finalement. Euh, une étoile, tu la regardes, c'est joli, tu la suis. Oui, puis on dit aussi que c'est l'étoile qui nous protège, qui nous porte chance, Euh, si on croit à ce genre de choses. et mon livre s'appelle Ma bonne étoile, quoi. Ma bonne étoile. Euh, donc, Et oui. même mon frère, je l'adore. Ce serait pas mon frère, il serait tout à fait le genre d'homme que j'aimerais. Alors, il y a justement ton ex-mari qui, à l'époque ta première rupture d'anévrisme, c'est lui qui fait beaucoup de choses, qui est là pour toi. Euh, Même si finalement il va demander le divorce après quelques années. Mais je crois que tu es toujours proche de lui, tu le fréquentes toujours, lui et sa nouvelle épouse. Hein. Tu dis ce que tu lis dans le livre. Absolument. On n'habite pas très loin l'un de l'autre et on se téléphone, on se rend visite, on se voit, on est amis. Puis, je dirais, m'a pratiqué aussi. Hmm. Alors, il sait comment je fonctionne. Il est là à des moments importants. Quand on a divorcé,
et il m'a offert une bague de divorce. Oui, la bague de divorce, oui. Je trouve ça trop mignon, quoi. Oui, donc Une c'est... bague en or avec un petit cœur. Bon, bah, t'es là, tu. euh, Et c'était un divorce en bonne intelligence, c'était pas le divorce où on se balance des assiettes à la figure, etc. quoi. Ah, c'est clair, non. C'était un divorce à l'amiable. Et ouais, voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Alors justement, Yvan, pour ne pas le citer, c'est lui le père de ta fille? C'est lui son père. D'accord. Et Donc lui et moi, on l'a bien réussi. Maïwen, Ma, donc ta fille, Maïgone, ouais. que tu as eu à 20 ans. Oui, 2 ans après mon avortement, et donc 2 ans après ma première rupture, j'ai eu ma fille. Et bah, ma fille est super belle. C'est un beau bébé, bien fait, bien constitué, aucune tache sur le crâne. euh, Vraiment un beau bébé. Et quand elle est née, je crois que j'avais le cœur qui explosait d'amour. Et toujours, d'ailleurs, quand je la vois, c'est encore pire. Mais bon, rien que de savoir que j'ai une fille, c'est magnifique pour moi maintenant. Euh, Puisque au sortir de ma première rupture, je n'étais pas en fauteuil. Mhm. J'ai eu ma fille tout à fait normalement, à part qu'on m'a fait une césarienne, étant donné mes antécédents médicaux. Mhm. C'est tout. Et puis, ça allait très vite à partir du moment où ma fille est née. Bah, j'ai quitté ma mère pour vivre avec Yvan et Maïwen dans un appartement. On a eu un chat. On a déménagé dans un appartement avec une pièce de plus. C'était du HLM, on a déménagé à côté, mais c'était quand même un déménagement. Et bah, ma fille était petite, hein, elle avait 2 ans, hein, et elle était chou. Ah bah par contre, ah, aussi, quand elle était bébé, je peux filer des photos. Quand elle était petite, Mhm. tu peux les incruster. Tu crois que ça lui fera plaisir? Si elle est d'accord, pourquoi pas, hein, mais je sais pas si ta fille serait très contente qu'on mette des photos d'elle bébé sur internet, mais pourquoi pas. Demande-lui de la permission quand même, Ouais. qu'on fasse pas ça contre son gré. Elle ne veut pas afficher sa tronche actuelle. Actuel, d'accord. Bon, Mais donc, je me disais bébé peut-être. bah, tu m'enverras toutes les Personne photos que tu ne veux. connaît. Tu m'envoies toutes les photos que tu veux, si elle est d'accord, on les incrustera. Il y a aussi, alors c'est peut-être plus anecdotique, mais je trouve que ça illustre bah, finalement là aussi ton parcours. En tout cas, je pense que c'est pour ça que tu en parles dans ton livre. C'est le chinchilla Timoclès, lui aussi miraculé. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Ben, mon frère avec lequel a porté Timoclès, Timmy, quoi, pour les intimes.
avait été coincé dans la porte à ce moment-là. Donc le pauvre, il bougeait plus, il était à moitié mort, il agonisait dans sa cage. Et le vétérinaire avait dit c'est la fin. Et j'avais écrit un mot à Timmy en disant tout ce qu'il m'a apporté, que je l'aimais, surtout que je l'aimais, qu'il était beau, qu'il était tout doux. C'était un magnifique chinchilla. Je sais pas si c'est hyper doux. On fait des manteaux, on faisait des manteaux avec des poils de chinchilla. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Des espèces de rongeurs, c'est ça, hein? C'est un rongeur, c'est grand comme Oui, mais c'est ça. grand, oui. Oui. Ouais, ouais, quand ça se m'emboule, mais Et c'est tout doux. et c'est comme un gros rat, quoi. Mais en tout doux et tout mignon. On mettra une photo de chinchilla aussi. Ouais. Alors, pour passer à un sujet un peu moins marrant, j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est tes relations avec les hommes à partir de là. Enfin, on va peut-être d'abord évoquer, avant d'en arriver là, ta deuxième rupture d'anévrisme, c'est 4 ans plus tard, c'est ça? 4 ans après la naissance de ta fille? Ouais, c'est ça. Donc, on t'avait déjà diagnostiqué un deuxième anévrisme qui risquait de se rompre. Qui Euh, c- était possible, c'était une sorte d'épée de hmm, Damoclès. Possiblement, elle pouvait se rompre, mais c'était pas sûr. C'est là que mon père avait voulu que enfin, que je me fasse opérer au risque que je sois paralysée hmm. ou je faisais rien et ça risquait d'éclater. Bon, j'ai choisi cette option. Je n'ai rien fait et j'ai eu raison, j'ai eu ma fille. Bon, par contre, oui, après ça a éclaté, effectivement. Donc, quand j'avais 24 ans et ma fille en avait 4, et là, je suis tombée dans le coma pendant 3 mois et je ne m'en souviens pas du tout. Hmm. Et c'est là que tu as perdu beaucoup de souvenirs. Lors de la deuxième rupture, tout se mélange un peu. Hmm. Tout ce qui précède cette rupture d'anévrisme, il y a un peu du flou qui s'est installé. Bah, avec les années qui passent, je pense que j'ai un Alzheimer précoce. Hmm. Oui. Oh, je pense que ça, enfin, Alzheimer, c'est quand même vraiment grave. Toi, tu as peut-être perdu, à cause du choc dans le cerveau, peut-être perdu l'accès à certains souvenirs. Euh, mais tu penses que c'est un Alzheimer vraiment, ou tu dis ça en rigolant un peu? Non, ça peut être un Ça peut être ça. début ouais. Mais j'ai l'âge, hein. Ah, T'es né en 76, donc 74. 74, pardon. Ouais, j'ai 45. Hmm. Je vais avoir 46 Oui. le 9 février. Le 9 février. Bon, on n'oubliera pas de te souhaiter un bon anniversaire, c'est tout C'est bientôt. à ton souvenir, Je vais ouais. essayer de m'en souvenir. C'est dit. C'est la première ligne dans mon livre. Oui, c'est vrai, exact. Exact. Alors, je voulais revenir, suite à cette rupture d'anévrisme, tu quand même tu gardes le moral, comme toujours, hein. Je crois qu'il n'y a aucun moment dans ton livre où tu perds le moral, même si tu nous parles de périodes plus sombres que d'autres,
toujours avec cette joie de vivre impressionnante, malgré les épreuves. Justement, après cette rupture, qu'est-ce que ça change concrètement dans ta vie? Tu es obligé de te déplacer en fauteuil. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette deuxième rupture d'anévrisme, vraiment au quotidien, pour que les gens qui sont pas en situation de handicap, ont des vies voilà, valides, en gros, puissent comprendre vraiment quel est l'impact au quotidien de ce type d'accident de santé sur une personne, et dans quelle situation ça met une personne qui vit ça. Si tu peux nous décrire un petit peu donc le changement avant-après, quoi. Déjà, bon, il y a le fauteuil, il y a la voix aussi. J'ai eu une trachéotomie. C'était pour respirer, je crois. Euh, je respirais artificiellement. J'étais nourrie avec des perfusions. Euh, Au départ, j'avais maigri quand j'étais dans le coma, hein. Il y a du bon, quand on est une femme, on a souvent envie de maigrir. Je sais pas si se tomber dans le coma est la meilleure solution, mais bon, c'est un des bons côtés d'être dans le coma, quoi. On maigrit. Voilà. Et bon, comme je ne m'en souviens pas du coma, voilà. Je me souviens de la rééducation où je suis restée 5 mois. Je suis sortie, je supportais plus les matières synthétiques. Donc tout ce que j'ai, c'est que du coton. Euh, Coton, laine, mais tout ce qui est avec du synthétique, Hmm. non. Tout ce qui est matière plastique, matière synthétique, texture Ouais, et textile je moderne, peux là, ouais. pas toucher Oui. le fer, tout ça, je peux pas toucher. C'est une sensation très désagréable pour toi quand tu touches une Ah, matière. Ouais. c'est Oui. horrible. Tu parles un moment de quelqu'un qui t'avait acheté des équipements pour nager. C'était des bouées en plastique, et pareil, tu ne pouvais pas du coup entrer en contact avec parce que pour ta peau, la sensation était terrible, quoi. Ah, voilà, Hmm. par exemple, Oui. Donc ça veut dire le effectivement, on n'y pense pas au quotidien, mais il y a peut-être voilà, des maniques pour récupérer les plats dans le four, plein de choses qui sont dans des textures comme ça, ni en laine ni en coton, et qui pour toi sont impossibles à manipuler en fait, suite à ce que tu as vécu. ouais, tu vois, même mon livre, finalement, c'est c'est du papier, la couverture. Oui. Et la texture, tu veux dire la couverture en papier, parce que si tu avais mis Elle n'est une pas... plastifiée. Ouais, ouais. Parce que si tu avais mis une texture plastifiée, tu n'aurais pas pu le prendre en main sans avoir ouais, sans que ce soit très désagréable. Même les cigarettes, j'enlève le haut et le bas du Hmm. papier plastique. J'enlève ou je le fais enlever. Ouais, oui. Parce que juste le toucher, le manipuler, c'est pas possible pour toi, quoi. C'est le genre de C'est choses, voilà, auxquelles on pense pas, hein. On se dit pas que qu'une rupture d'anévrisme, ça peut avoir ce type de conséquences. je louche aussi Mhm. beaucoup. Oui. Donc ça a aggravé Et, ton strabisme, et ça te provoque des problèmes de vue. et en plus, je vois très mal. Hmm. Mais à Canal Concorde, dont je fais partie, à la radio, ils sont extra parce que ils me mettent des trucs en gros quand Hmm. je dois voir Oui. Oui, puisque vu que tu vois mal, il te faut forcément du gros j'y caractère. Oui. j'y connais rien en informatique. Euh, Il me faut faire des trucs de geek en parlant,
Non, quoi, c'est tout seul, je sais pas comment faire. Je pense que tu t'en es rendu compte, Lisandro. Oui, je t'ai aidé un petit peu, mais c'est vrai que ça, c'est aussi une des conséquences, c'est que finalement, on devient un peu dépendant des autres en partie, qu'on a besoin d'eux pour tout un tas de tâches qui sont, voilà, paraissent simples, mais ça peut devenir très compliqué quand on a ce type de handicap. Par exemple, l'ordinateur, pour moi, c'est un mystère. Hmm. Ensuite, n'ayant qu'une main, puisque les touches du clavier sont en plastique, Mhm. même j'ai pas de dextérité, pas de force Oui. dans la main gauche. Mais- Je tape avec une main Mhm. et je tape pas vite. Ouais, oui. Un doigt après enfin une lettre après l'autre. Tu dis dans le livre que tu utilises le programme Félicien pour pouvoir utiliser un ordinateur, c'est toujours le cas? Facilien, ouais. Facilien, oui, pardon. Je l'ai toujours installé, ouais. Bon, c'est. Je m'en sers beaucoup moins, mais ça m'arrive de m'en servir, ouais. Donc c'est une interface pour les personnes qui ont du mal avec les outils informatiques classiques. Voilà, on donne ça aux maisons de retraite, Mhm. par exemple. Mhm. Les vieux sont de très bons clients. Oui. Pour tous les publics, oui, qui n'ont pas Les forcément vieux été. et les gentils en général, Oui. quoi. Oui, parce que finalement, comme c'est en fauteuil, c'est plus difficile pour toi de sortir. Tu peux pas sortir autant que tu le voudrais, je pense. Forcément, l'informatique et Internet, c'est aussi une ouverture sur le monde extérieur, et donc c'est important pour toi d'y avoir accès et de pouvoir le pratiquer. Oui, mais j'ai quand même réussi toute seule à atterrir sur Discord, hein. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que je te fais écrire, en plus je suis pas gentil, je te fais écrire au clavier alors que c'est difficile pour toi, je devrais t'ouvrir le micro à chaque fois. Je suis désolé quand même. Euh, Alors que ouais, ça a des facilités. Oui, c'est vrai que pour moi j'ai des facilités. Je suis un gros geek, hein, comme on le disait. J'aimerais revenir donc sur ce que je commençais à évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire ton rapport avec les hommes, euh, enfin avec des personnes qui t'ont abusé, on peut dire d'une certaine manière, ou en tout cas qui ont été vraiment, vraiment dégueulasses et qui ont profité en fait de ta dépendance aux autres pour faire des choses horribles. Alors il y a notamment le cas de Rosio, on dira pas son nom de famille, qui lui t'a détroussé de milliers d'euros, de milliers d'euros, alors qu'il était censé te faire à manger, s'occuper de toi, c'était ton auxiliaire de vie tout simplement. Et en fait, quand tu lui donnais ta carte pour aller retirer, il se faisait plaisir et il se prenait des petits billets à droite à gauche, et ça s'est accumulé au point que la police a découvert qu'il t'avait subtilisé comme ça près de 10 000 euros, plus de 10 000 euros. Ouais, plus de 10 000. Plus de 10 000 euros. Donc, j'ai encore pas revu la couleur. Hmm. Et je dire que ça ferait du bien, hein. Hmm. Oui, ce qui t'a toujours pas remboursé malgré le procès, malgré la condamnation. Non, il a reconnu les faits au tribunal. Mhm. Tribunal auquel mon ex-mari m'a accompagné pour dire qu'on était vraiment amis, quoi. Il était avec moi et bon, Rosso a admis les faits. Ben, Rosso, c'est son pseudo, hein. Hmm. D'accord. Bon, on va garder les pseudos comme ça. Il Bon, trouve ça plus exotique. honnêtement, je pense pas que ce Rosio va venir porter plainte après ce qu'il a fait, mais bon, on va pas. Voilà. Enfin, en tout cas, il a été condamné. Mais il me semble que tu dis dans le livre à un moment qu'il y a un organisme de recouvrement qui t'a remboursé une partie de la somme. J'ai eu 30 000 euros
c'est vrai, avec lesquels je suis partie en Sicile, je crois. Un de tes voyages. Ouais. Et bah, c'est un voyage de repos, Mhm. de découverte, histoire de changer d'air, changer, c'est vrai, c'est Oui. magnifique. Après cette sombre histoire, c'était important pour toi de changer d'air. Bah voilà. Et puis la même année, je tombe sur un mec complètement déglingué. Le fameux Lucas. Euh, Pardon? Le fameux Lucas. Ouais. Euh, qui, en fait, j'ai eu Rosio Mhm. m'avait appris à me servir à être un peu plus à l'aise avec l'outil informatique et du coup, je m'étais inscrite sur plusieurs sites de rencontres. Mais c'est toujours de ma faute, hein. Bon. Euh, et là, je tombe sur un mec, Lucas, qui, euh, qui me dit que c'est pas grave si je dis si je suis handicapée, vraiment bien à l'écrit en tout cas. Mhm. J'étais à l'écrit à ce moment-là. Mhm. Oui, comme toujours dans les sites de rencontres, on commence par discuter à l'écrit. Et puis, bon, chacun raconte un peu ce qu'il veut. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se méfie pas forcément. Alors qu'on. Ah, surtout moi. Hmm. Oui, toi, tu es Euh, assez confiante instinctivement. Tu as plutôt tendance à accorder ta voilà. confiance et à attendre, en fait, enfin, à pas attendre, en fait, de voir si les gens méritent cette confiance, mais à la donner. Moi, je suis un peu pareil, hein, j'avoue. On donne sa confiance initialement, et puis si la personne trahit la confiance, bon, bah, elle la perd. Mais il n'y a pas certaines personnes, au contraire, vont attendre, prendre vraiment du temps avant de donner leur confiance à quelqu'un. J'ai l'impression qu'on est un peu pareil là-dessus, c'est-à-dire qu'on a priori, on fait confiance. On va dire notre naturel, c'est pas de douter des gens et de se méfier. Ouais, c'est vrai. Je, je sentais bien qu'en toi, il y avait quelque chose de comme moi, mais bon, Là-dessus, en tout cas, j'ai- oui, je pense on est pareil. Mais justement, ce Lucas, tu aurais dû te méfier de lui. Enfin, c'est la leçon, en tout cas, que tu vas apprendre de cette affaire. C'est que ce Lucas, du coup, très, très sympathique, très propre sur lui par écrit, vient chez toi. Bon, le courant ne passe pas. Toi, tu ne l'apprécies pas plus que ça et tu préférais qu'il s'en aille. Mais lui, s'impose et finalement profite un peu de ta situation pour un peu s'imposer, dire bon bah je vais dormir ici, il est trop tard, j'ai pas envie de rentrer chez moi, je dors dans le lit avec toi, toi tu lui dis bon d'accord mais alors voilà pas de contact entre nous, tu restes de ton côté du lit, je reste de mon côté du lit. Malgré tout lui il insiste, il se fait vraiment agressif presque. Bon, ça doit être terrible pour toi en plus qui est dans une situation où tu n'es pas en capacité de te défendre totalement, à part verbalement, mais c'est finalement bah, bah, la situation va montrer qu'en fait ce Lucas c'était un véritable monstre et que tu n'étais pas la première personne dont il a abusé, il a drogué plusieurs femmes, il a été condamné pour plusieurs viols, dont toi apparemment parce qu'il a admis cette nuit-là t'avoir violé dans ton sommeil. Et il y a des photographies qui prouveraient que donc c'est bien toi qui est présente sur ces photographies. D'ailleurs toi sur le coup tu ne savais pas en fait, hein, c'était dans ton sommeil, tu t'en es pas rendu compte. ah Donc non, c'est des mois plus tard, des années plus tard, que la police t'a contacté en te demandant de t'identifier sur certaines photos. C'est finalement ton ex-mari qui l'a fait. Et donc ils ont bien prouvé que tu avais fait partie de ces femmes abusées par ce maniaque psychopathe violeur. Donc on va l'appeler Lucas, hein, il y a son nom complet dans le livre. Euh, qui se faisait appeler Lucas du coup et qui sera condamné à 12 ans de prison par le tribunal.
Bon, ça fait à peu près 1 an de prison par femme qui l'a violée, c'est quand même léger. Mais effectivement, ce genre de personnage écume les sites de rencontres et donc faut quand même faire attention. Enfin, c'est la leçon que toi tu as retirée, c'est d'être vraiment très très prudente sur ce genre de site et voilà, de ne pas forcément faire confiance à des gens qui apparaissent bien, étant donné qu'on peut tomber parfois sur un bon vrai malade, quoi, un bon vrai salopard. Ouais. Et je vois que tu as bien lu le livre, Et hein. bien sûr, j'ai mis du temps, Ah, mais je l'ai lu, hein. oui, parce que tu lis pas vite. Je lis pas vite, mais je lis attentivement. Ouais, bah voilà, c'est bien résumé. Enfin, ça montre en tout cas qu'il y a vraiment des gens enfin, vraiment, là, je sais pas à quel point il faut être sans cœur et sans âme pour violer des femmes sans défense, violer une personne en situation de handicap qui ne peut pas se défendre, etc. Droguer des femmes pour les violer. Enfin bon, on sait malheureusement que ça existe, hein, mais c'est vrai que à lire ton témoignage, bon, ça glace le sang, quoi. C'est absolument terrible ce qui t'est arrivé. Alors, heureusement, entre guillemets, tu n'en as pas souffert puisque sur le coup, tu étais Je inconsciente, voilà, tu dormais. dormais. Mais effectivement, le traumatisme, je pense, même pour le corps, est quand même là et c'est quand même une expérience voilà, qu'on ne souhaite évidemment à personne. Et ça m'apprendra aussi à être aussi naïve. Hmm. Oui, à se Parce méfier que un peu plus peut-être, oui. un peu bête, un Hmm. peu naïve. Oui, après, je pense pas, honnêtement, je pense pas que tu doives te culpabiliser de ce qui s'est passé parce que toi, tu avais bien émis clairement que aucune relation avec cette personne ne t'intéressait. Tu l'as accueilli chez toi. C'est lui qui a complètement abusé de ta gentillesse et qui, pour le coup, c'est vraiment lui. Enfin, moi, je ne te ferai pas porter le chapeau pour ce qui s'est passé dans cette histoire, étant donné que toi, en tout cas, si on en croit comment tu racontes les choses dans le livre, tout était très clair. C'est lui qui s'est vraiment imposé et c'est lui qui, sans ton consentement, bah, t'a violé littéralement. Donc je pense que vraiment, tu n'as pas à t'en vouloir ou à te culpabiliser de ce qui s'est passé, même si tu racontes malheureusement, ça c'est encore les problèmes de la justice française, mais que, alors je sais plus son poste exact, mais qu'une personne t'avait culpabilisé finalement, t'avait dit mais vous n'auriez pas dû faire ci, vous n'auriez pas dû faire ça, c'est votre faute plus ou moins. Enfin, ce genre de discours quand même, enfin je trouve que c'est hallucinant d'entendre ça, étant donné que bah non, la seule personne qui est coupable dans cette affaire, c'est cette personne qui a fait un viol, et même plusieurs en l'occurrence, et absolument pas les personnes violées, même si par gentillesse elles l'ont laissé dormir sur le canapé ou dans leur lit, ça ne justifie absolument pas à aucun moment que cette personne ait fait un viol, hein. Je pense que ça c'est clair. Même si j'entends bien que le discours qu'on tient parfois aux victimes les culpabilise beaucoup. Moi, je trouve ça assez insupportable. C'est comme de dire bah, comment t'étais habillé, etc. Enfin, c'est insupportable. La personne qui est coupable, c'est uniquement la personne qui viole, jamais la personne qui a affirmé voilà, qui n'a pas donné son consentement. Ça ne peut pas être cette personne qui est responsable d'une quelconque manière. Enfin, ça, pour moi, c'est à peu près certain. Ouais, mais qu'est-ce que t'es gentil. Peut-être trop gentil. Hein. Alors, j'aimerais finir quand même, puisqu'on arrive, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute, qu'on finisse quand même sur une note positive et qu'on parle un petit peu de... Eh oui, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute, hein, ça passe vite, hein. Je t'avais dit que ça passerait très vite. Et qu'on finisse Ouais. du coup sur parler un peu des activités que tu as pu pratiquer, notamment de tes voyages. Je sais que tu as fait aussi partie d'une troupe d'improvisation, même de 2 troupes d'improvisation, que tu as aussi fait de l'ULM, du saut élastique. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça pour ben, montrer finalement qu'on peut être en situation de handicap et faire plus d'activités sportives que moi par exemple qui suis totalement valide mais qui n'ai jamais fait de saut à l'élastique ou jamais fait du LM, qui ne suis jamais allé en Inde, voilà, ou quoi que ce soit. Donc comment on continue à exercer ces activités dans ta situation et voilà, et en fait comment tu choisis les activités que tu as envie de pratiquer, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Ben, en fait, j'ai fait des voyages initiatiques avec ma mère. Mhm. Quand je suis allée en Inde tout de suite en 2010, euh,
C'était initiatique, je sais pas dans quel sens en fait. Oui, c'était des voyages. J'ai rencontré un maître qui pouvait me faire sortir du fauteuil, Mhm, mais bon, ça s'est pas passé alors. Et puis, moi, je suis allée au Brésil, mhm, j'y suis retournée et il faut à chaque fois que quelqu'un m'accompagne. mhm. Oui, bien sûr. Obligé pour la douche, pour aller aux toilettes, pour pousser le fauteuil. Et je vais pas finir avec les symptômes tout à l'heure. Oui, bah, vas-y, si on a, si tu veux, on a oublié Symptômes quelque chose. de la rupture Oui. d'anévrisme. Je tremble également. Mhm, J'ai cette voix alors que j'ai fait de la radio et je peux vous assurer que je n'avais pas cette voix. Il n'y a que mes amis à Canal Concorde qui supportent. Et toi, Lysandre, le temps d'une émission, quoi. Mais tout le temps, non. Je n'ai plus de métier. Et je... Alors, j'ai déménagé après le viol. J'ai déménagé pas très loin de chez moi. Et j'ai un grand appart ici, très lumineux. Bon, mhm. là, ça se voit pas parce que il fait très gris, Ah, quoi. ça se voit quand même un peu, hein. Et du coup, c'est un appartement de plein pied qui est aménagé pour que Voilà, tu puisses te déplacer en fauteuil avec une salle de bain adaptée, etc. voilà. Et une barre également pour aller au lit, ce qui fait que j'ai beaucoup d'autonomie. Mhm. Oui, tu es. J'ai une tierce personne qui passe le matin, Oui. une autre l'après-midi, sauf le vendredi, samedi, dimanche. Mhm. 3 jours où elle ne passe que le matin. D'accord. Et elle fait pour la journée, elle fait le boulot de celle de l'après-midi, Mhm. mais le matin, faisable. Mhm. Oui, Euh, parce qu'effectivement, pour toi, faire le ménage, je peux c'est plus, impossible, oui. Tu peux. je peux plus ni travailler. Mhm. Oui. Ce serait trop lourd pour toi d'aller travailler tous les jours. Enfin, c'est. Ouais. Ne serait-ce qu'au niveau du déplacement dans la ville, hein. Enfin, moi, je vois ma ville, Bastia en Corse, elle est totalement inadaptée. Absolument inadaptée. Si on vit en fauteuil roulant à Bastia, ben, on peut rien faire Bah, en ici, fait. il y a des voitures sur le trottoir. Des voitures sur le trottoir, oui. Donc là, si la largeur est pas respectée, que la voiture s'est garée un peu trop près du mur, ben tu passes pas en fait. Ou tu es obligé de passer sur la route. Oui. Voilà. Mm. Et comme je ne vois pas bien, je n'ai pas un fauteuil électrique. Mm. Je me déplace avec les jambes. Heureusement, je suis validée demain. Mhm. Et comme de toute façon, j'ai une main qui ne peut pas tourner la coursive Mhm. Elle n'a qui plus assez de est en force. pardon. Je dis ta main gauche, du coup, n'a plus assez de force pour pousser la coursive. Euh, c'est surtout que la coursive est en fer. Oui. Ah, d'accord. Donc c'est aussi une question de texture et de toucher. Hmm. Donc ça a eu un impact sur tes sens. Les symptômes, ça a eu un impact sur ta vue, ça a eu un impact sur ton toucher, le goût, l'odorat. Sur mes tremblements aussi. Oui. Et le Euh, goût et l'odorat, tu les as toujours. En même temps, tu es fumeuse, hein, donc ça aide pas.
c'est fluctuant, Mhm. mais par contre, je n'entends pas de l'oreille gauche. D'accord. Donc c'est une surdité partielle de l'oreille gauche aussi. Ouais, Oui, donc faire une rupture d'anévrisme, ça ajoute une myriade de complications à plein de niveaux, et pas seulement le fait d'être en fauteuil ou d'avoir une partie du corps paralysée, c'est aussi plein d'autres aspects. Alors, j'ai été oui, paralysée les pieds quand paralysés. j'étais dans le coma. Comment ils ont su ça? Mystère. Hmm. Moi, j'étais dans le coma. Mais ouais, après, j'ai fait beaucoup de voyages maintenant. Je ne me souviens plus euh, si dans le livre je parle d'un voyage au Brésil, Oui. pas du deuxième. Tu parles du deuxième en disant que tu rêves de le faire et que tu vas avoir besoin d'argent pour le faire, et donc que tu as demandé de l'aide à de nombreuses personnes pour pouvoir le faire. Et justement, je voulais te demander si c'était toujours d'actualité ce deuxième voyage au Brésil, qu'est-ce qu'il en est? Puisque finalement, le livre est paru en Euh, 2016, donc on est 4 ans après, il y a des choses qui se sont passées depuis. je l'ai fait. euh, En fait, je vis de pas grand-chose puisque j'ai des APL, donc grosso modo, au lieu de payer 500 € de loyer, je paye 150. Mhm. J'arrondis. Ok. Euh, j'ai des avantages comme ça. Bon, certes, j'ai à peu près 850 900 €, mais j'arrive à économiser dans la mesure où je vais pas faire le magasin. Hmm. J'habite près de Strasbourg. C'est un village, il y a pas de magasin, donc il n'y a même pas de tabac. Hmm. Faut que j'aille péter en schnock, demander à quelqu'un qui est en voiture. Et c'est pour toi, oui. Donc j'arrive à avoir des sous à la fin du mois. En plus, j'arrive à économiser parce que j'ai des fringues même de quand j'avais 15 ans. Hmm. 15 16 ans, hop, j'ai des fringues. Bah, au moins, à cette époque-là, ils faisaient du coton. Hmm. Oui, bah, tant que ces vêtements-là, ils te font pas mal ou ils sont pas ultra gênants pour ta peau, c'est sûr que autant les garder. Et bon, je suis, enfin, conservatrice. Quand j'aime, j'aime. Hmm. Et j'aime souvent. Et justement, tu parles un petit peu voilà, tes revenus, la manière dont tu vis. Donc, si je comprends bien, avec l'allocation adulte handicapé, tu es autour de 900 euros par mois. Ouais, ouais, Hmm. voilà. Alors que, bon, rappelons-le quand même, tu ne peux pas travailler, tu es dans une situation de handicap quand même qui est pas simple, avec voilà, tout un tas de problèmes de santé. C'est vrai que c'est quand même... enfin, je me dis, c'est quand même pas beaucoup, et il y a beaucoup de gens comme toi qui sont dans la même situation, le même genre de situation, et qui vivent, ou plutôt survivent, avec vraiment pas grand-chose, alors que de fait... les gens en situation de handicap sont de fait exclus d'une partie de ce qui est possible dans la société, comme voilà, avoir une situation de travail, avoir une voiture, avoir toutes ces choses qu'on considère comme nécessaires, comme obligatoires. Mais il y a plein de gens qui en sont de fait exclus, et on leur donne voilà, 900 balles pour survivre, et qui se débrouillent avec ça, quoi. C'est quand même
Je trouve que ça en dit long quand même sur la manière dont on traite des gens qui sont en situation difficile, qui ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent recevoir. Voilà, finalement, on leur donne le strict minimum pour survivre et puis s'il faut racler quelques centimes là-dessus dans quelques années pour régler le budget, on sait bien qu'ils n'hésiteront pas à le faire, plutôt que de l'augmenter et plutôt que de rendre ça décent. Donc c'est vrai que c'est assez terrible et c'est un peu la triple peine, quoi. Non seulement vous êtes de fait exclu de tout ce qui est validiste, hein, si j'ose dire, des choses qu'on ne peut faire que si on est valide, donc ça vous en êtes exclu d'office, mais en plus vous n'avez pas les moyens pour beaucoup de subvenir à vos besoins. Un travail, c'est effectivement extrêmement lourd. S'il faut se déplacer tous les jours pour se rendre dans un endroit qui n'est pas accessible, etc., c'est extrêmement compliqué. Ça mobilise des gens. Enfin, chaque déplacement est compliqué. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire que l'État, quand même, pourrait traiter un peu mieux les personnes qui sont dans des situations les plus délicates, les plus difficiles et les plus susceptibles d'être dans les difficultés, quoi. Merci, Kali. Oui. Je profite de ton émission pour mon petit coup de gueule, tu veux bien? Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, ce que je trouve embêtant et lamentable, c'est tous les gens qui sont autour et qui nous conseillent d'acheter ou qui vendent, ou les commerciaux qui vendent des fauteuils, des trucs, des housses, des coussins, tout payant et très cher, alors que on n'a déjà pas beaucoup d'argent. Mhm. Moi, je le dépense pas parce que j'ai pas l'occasion, mais je sais que je suis très dépensière. C'est aussi dans ma nature, une nature que je contrecarre, mais voilà, je voulais vraiment m'insurger contre tous ceux qui profitent du handicap des autres. Oui, puisque Je- un fauteuil, ça coûte des centaines et des centaines d'euros, hein, un bon fauteuil. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai le gratuit tout pourri Mhm. de la Ouais. sécu. Enfin, tout pourri, je m'entends. Il maintient mes fesses et mon dos, quoi. Mhm. Bon, mais c'est pas forcément le meilleur fauteuil que tu pourrais avoir. Et effectivement, pour ceux qui ont les moyens, ils peuvent dépenser des sommes assez folles là-dedans parce que en face, les industriels qui fabriquent ça, enfin les commerciaux qui vendent ça, effectivement, savent que de toute façon, voilà, il y a pas 1000 solutions, il n'y a pas 1000 concurrents. Donc, si vous voulez un beau fauteuil, ben, ça vous coûtera 1200 € et c'est tout, quoi. Alors, je sais pas les prix, je dis un prix au hasard, hein, mais je crois que c'est dans ces eaux-là, hein, il me semble. Un bon fauteuil, c'est même plus. C'est même plus. C'est dans les 6 000 euros. Ah oui, ah oui, d'accord. Et Ah, c'est remboursé par la Sécu, par exemple, si toi, je sais que tu n'as pas le droit d'avoir un fauteuil électrique, hein, tu l'as dit, à cause de tes problèmes de vue, mais par exemple, si tu voulais voilà, un autre type de fauteuil, est-ce que ce serait remboursé par la Sécu? Non, il y a que finalement celui que tu as maintenant qui est offert, on va dire, mais si tu veux avoir un modèle au-dessus, faut payer, quoi. non, non, là, si tu payes, ben justement, je crois que le mien est à. Hmm, écoute, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ça tourne autour des 1 200 Hmm. Donc le fauteuil de base, déjà, c'est plus de 1000 € et que l'État rembourse de toute façon cette somme. D'accord. Même si tu achètes Hmm. un fauteuil à 40 000 euros, et il y en a. Oui. Oui, il y en a qui en ont besoin parce que j'imagine ils peuvent pas bouger ni les mains ni les jambes, ils peuvent pas guider leur fauteuil, donc ils ont besoin de systèmes complexes pour pouvoir se déplacer. En soufflant, je crois qu'il y avait un truc comme ça qui marchait comme ça, avec le souffle.
Moi, j'ai vu un qu'on pouvait diriger avec le menton, je Le menton. crois. Ouais. Ouais, Et j'imagine que tu... Alors je sais pas trop, parce que dans tes voyages, tu cherchais finalement une réponse spirituelle, une guérison, on va dire, qui viendrait des ouais. mondes subtils, comme le dit ta mère. Alors tu dis que tu as été un peu déçu, même si c'était des beaux voyages, c'était quand même des belles rencontres et des bons moments. On sent quand même un petit peu une déception à ton retour, parce que tu t'imaginais que grâce à ces voyages au Brésil, avec des maîtres spirituels, finalement ça t'aiderait à remarcher. Et ça n'a pas forcément été le cas, ou pas autant que tu l'aurais imaginé. Donc où est-ce que tu en es par rapport à ça aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, je pense que je me suis vue en image sur Canal Concorde. J'ai fait la bande-annonce pour cette émission avec toi qui m'a beaucoup fait mal hier. Euh, mais finalement, c'est moi. Et je me dis que même si je marche, tout le reste se verra. Et je trouve que j'ai l'air d'une pauvre petite chose. Euh, enfin, moi, je verrais quelqu'un comme moi, j'aurais envie de l'aider. Mais tout le monde n'est pas moi. Moi, je suis très spéciale, donc voilà. Euh, j'ai honte de rien. Mais ouais, je suis déçue de ces voyages. D'un autre côté, si c'est juste marcher, tu vois, Hmm. il faudrait un coup de baguette magique et hop. Parce que expliques à un moment que je crois que c'est pendant ton voyage au Brésil, on t'aide à marcher et tu expliques que pour toi c'est devenu quelque chose de complètement, enfin de très très difficile, quoi. Il n'y a plus rien d'automatique dans le fait de marcher et que du coup c'est un effort de tous les instants et que c'est possible pour toi de marcher avec un peu de soutien, mais que c'est une épreuve tellement, enfin, c'est tellement dur que ça n'en vaut même pas la peine, quoi. Ça te demande un effort physique très important pour toi de garder l'équilibre et de réussir à tenir debout. Ouais, moi je ne peux pas. Toute seule, tu ne peux pas. J'ai besoin de quelqu'un. Mhm. Si je dois marcher de une ou deux personnes. Mais bon, ouais, on s'y fait quoi. Mhm. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, mais je fais cet effort puisque j'ai de la kiné toutes les semaines et je fais toujours ma kiné. Et c'est possible quoi. Euh, de- je récupère petit à petit. Je tremble moins. Peut-être que je louche simplement. Je sais pas, j'ai pas d'appareil de mesure. Peut-être que je supporte mieux le froid. Mhm. Peut-être, peut-être plein de choses en fait. Mhm. Je suis comme je suis, quoi. J'ai pas énormément d'estime pour moi. J'ai vu à quoi je ressemblais. Je me suis entendu parler. Je ne me trouve désirable à aucun niveau. Euh,
Et ouais, la déception, je ne l'ai plus parce que, par contre, je sens que je me sens calme. Mhm. Je me sens apaisée, en, en paix avec moi-même et avec les autres. J'ai compris des choses. J'ai eu ma fille, ça c'est primordial pour moi. Elle a 25 ans et elle est vraiment, mais il faut me croire, hein, elle est vraiment belle. Et je te crois. Je te crois totalement, même si elle veut pas qu'on montre sa photo, mais on comprend. J'aimerais qu'on termine, puisque là finalement ça fait 1h25, tu vois, on a bien dépassé, mais qu'on termine peut-être d'un mot de parler de quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est les associations que tu évoques à plusieurs moments. Alors j'ai pas forcément noté les noms, mais les associations de soutien aux personnes en situation de handicap, tu en dis beaucoup de bien. Il y a, voilà, pour tout un tas de choses, hein, il n'y a pas qu'une seule association, mais que ce soit pour le logement, pour l'aide à la personne, pour pouvoir faire des randonnées. Il y a notamment cette association avec leur Jolette, donc des, je sais pas si on prononce comme ça, Joëlette, je crois qu'on dit. Oui, Oui. qui sont des fauteuils à une roue qui sont manipulés par trois personnes ou plus et qui permettent à des personnes en situation de handicap de faire des randonnées, en fait, d'aller se balader en montagne, d'aller dans des endroits qui seraient totalement inaccessibles avec un fauteuil normal. Là, vu qu'il n'y a qu'une seule roue, j'imagine assez solide, et trois personnes qui manipulent l'appareil, eh ben, on est tout à fait sécurisé et du coup, tu as pu comme ça faire des randonnées, même assez ardues, hein, certaines, sur des chemins très escarpés, etc. Et donc, ben, profiter d'une autre manière du fauteuil en allant te balader du coup grâce à cette joëlette dans des endroits inaccessibles. Bah voilà, t'as tout dit. Et si... Il y a l'APF, c'est l'Association des paralysés de France, Mhm, qui m'a permis de trouver ce logement. J'étais dans une maison spécialisée pour handicapés, pour adultes handicapés. Au moment où j'ai divorcé avec Yvan, et c'était géré par APF. Et à partir de ce moment-là, je suis restée à l'APF, que ce soit l'assistante sociale, la comptable, tout. C'est toujours l'APF qui est là pour me soutenir normalement. donc l'association des paralysés de France. Association des femmes, mais c'est très connu. Oui, c'est très connu, oui. Moi, je pensais à des plus petites structures peut-être qui sont plus locales. Il me semble que tu cites l'Abrapa à un moment, pas écorcher leur nom. Oui, C'est ça, c'est l'Abrapa. la brapa qui s'agrandit, la brapa chez qui j'ai mes tierces personnes. Et j'ai eu un courrier comme quoi elle reprenait des structures, l'une à Paris, l'autre dans le sud-est, vers Lyon, je ne saurais plus dire. Et la Brabant dont j'ai rencontré une fois le directeur, Jean, et il est carrément génial. Ça, je m'en souviens. Il y a aussi, Euh, tu cites aussi l'association Andéo et tu dis aussi que tu as participé au GLUPSH, le groupement local d'usagers et de personnes en situation de handicap, que tu as donné des conférences aussi pour sensibiliser les gens à tout ça. Donc voilà, je voulais qu'on en profite quand même pour dire un mot et saluer les personnes qui font ce travail-là, qui sont parfois pas concernées elles-mêmes, mais qui, enfin, d'après ce que tu écris dans le livre, voilà, donnent de leur personne d'une manière inestimable et incroyable. Donc je pense que c'est
quand même important dans cette émission aussi de leur passer un chaleureux salut et d'en parler un petit peu. Je pense que tu fais bien de le dire. Il y a également tous ceux de mon club de plongée qui ont créé un tissu au CAMS, CAMNS, mais d'autres, CAMNS, CAMS. ouais, Ok. On mais mettra tous les liens dans la description. Hein. On mettra les liens de tout ça parce que on a cité beaucoup d'associations. On mettra bien les liens pour que les gens puissent les retrouver s'ils sont intéressés, s'ils sont sensibles à ces questions-là, pour les aider ou pour les contacter pour eux-mêmes peut-être. la Violette, c'est osons la différence pour faire de la randonnée. Ok. Osons la différence Et pour faire de la randonnée. euh, c'est toujours sympa d'avoir des bénévoles, mais c'est physique, quoi. Il Hmm. faut Oui. une bonne santé physique. Bonne santé physique pour manipuler le fauteuil, enfin la joëlette, dans des endroits escarpés à plusieurs. Ouais. Déjà, quand la Violette est morte, mais quand en plus t'as la Violette, Hmm. waouh! Oui, c'est ça. Déjà, la randonnée de base, ça peut être très fatigant. Donc, effectivement, bravo à ceux qui donnent de leur personne de cette manière-là et qui permettent à des personnes en situation de handicap d'avoir accès à des choses qui, malheureusement, voilà, sont compliquées avec un fauteuil normal. D'aller en montagne, évidemment, c'est pas possible. Ou sur des sentiers escarpés de randonnée. Ah, oui, Ah, écoute, comme oui. tu parles bien, ouais. Ah, écoute, Eh ben, je vais te laisser ajouter un mot de conclusion si tu veux. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu voulais évoquer? Est-ce que tu voudrais rajouter un mot pour conclure cette émission? euh, ben, déjà, logiquement, je vous conseille d'acheter mon livre parce que il est bien, franchement. Oui, il est très bien. Ouais, et malgré là l'heure et demie qu'on a parlé, voilà, j'ai même pas abordé, j'ai abordé, on va dire, les trois quarts de ce dont je voulais parler, mais il y a encore plein de choses dans le livre. On n'est pas rentré beaucoup en détail, donc si la discussion vous a intéressé, le livre va vous plaire et vous pouvez contacter Kael du coup via Canal Concorde, via sa page. On mettra tous les liens dans la description pour te contacter et pour obtenir le livre, le lien Amazon, puisque bon, il est que sur Amazon, ça c'est le petit détail qui fâche, mais bon, voilà, c'est pour Kael, donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez passer directement par elle aussi pour l'obtenir en PDF, du coup, sans passer par Amazon. Et depuis très peu, grâce à toi, j'ai un compte PayPal pour ceux qui le voudraient en PDF. Voilà. On te retrouvera aussi, comme tous les mercredis, dans Canal Concorde, avec les amis de Canal Concorde, À puisque tu es dans l'équipe, 21h, à ouais. 21h tous les mercredis. Et mercredi prochain, on, il y a Sophia Salmaron qui nous rejoint. Sophia Salmoran ou Salmoron. Je sais pas trop comment on prononce. L'avocate pour les Gilets jaunes, Hmm. qui avait porté plainte au tribunal de La Haye. Et donc, elle vient à Canal Concorde mercredi et c'est important. Oui, Je voulais aussi vous conseiller les quatre accords Toltec. Je l'aime beaucoup ce livre. Il y a quatre accords qui sont mis en avant et grâce auxquels on peut vivre. Voilà. Il y a avoir la parole impeccable, ne réagir à rien de façon personnelle, ne pas avoir de, ne pas faire de suppositions
et faire de son mieux. Toujours faire de son mieux. Et oui, les accords Toltec, c'est vrai que si on essayait tous de vivre en prenant ces principes-là, alors c'est pas forcément des lois, c'est plus des conseils de vie, effectivement, peut-être que nos conversations seraient plus intelligentes, plus pertinentes, on Plus serait mieux en cordial, fait, hein. Pardon? plus cordial. Plus cordial certainement, même plus constructif et oui, plus plaisant, hein. Donc je vais essayer de les répéter de tête. Donc ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable. C'était quoi après les deux autres? Ne pas, on vient de le dire, mais Faire de son mieux faire toujours de son mieux, ne pas faire de suppositions, avoir une parole impeccable. Donc c'est-à-dire ne pas casser du sucre sur le dos des gens quand ils ne sont pas là, ne pas effectivement faire des suppositions pour accuser quelqu'un, ne pas en fait en dire plus que ce que l'on sait ou que ce que l'on sait être vrai. et ne pas réagir de façon personnelle. Et ne pas prendre personnellement, ne pas prendre tout personnellement, effectivement, ne pas réagir de manière personnelle. Bah écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion. On aurait pu parler encore de plein de choses, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, un immense merci à toi, Kaël, d'avoir accepté cette invitation. Je sais que c'était pas forcément facile pour toi, mais je te remercie vraiment d'avoir accepté, d'avoir participé. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour toi, mais en tout cas, ça m'a Très beaucoup bien, plu. moi je te remercie toi. Je suis fière d'être la marraine au moins d'une émission et je voulais saluer mon fan club. Depuis que je fais de la radio ici sur YouTube, j'ai mon fan club qui s'agrandit de jour en jour et qui m'envoie plein d'amour et beaucoup de cœur, beaucoup de fleurs. Et c'est vrai que ça me fait plaisir parce que j'aime ça. Eh ben, un gros salut au fan club de Kael. Je vais mettre dans la description évidemment le lien pour acheter ton livre, hein, acheter le livre de Kael en format papier sur Amazon ou en format PDF. Vous lui envoyez un petit message et elle vous répondra. Enfin, vous lui envoyez un. Il faut lui envoyer quand même l'argent sur PayPal, hein. Voilà, je mettrai le lien de son compte PayPal dans la description. Également Canal Concorde, allez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pourrez retrouver Kael, mais aussi Carto, Trofou, Goron, Chab, enfin toute l'équipe de Canal Concorde tous les mercredis sur différents sujets, référendum, initiative citoyenne. On a fait une émission ensemble sur les médias. Vous parlez beaucoup des gilets jaunes. Vous avez fait une émission avec des journalistes de Fakir. Enfin, il y a beaucoup de choses à retrouver, beaucoup de contenu. Et chaque semaine, ça continue. À 21h le mercredi, Canal Concorde. Voilà, radio amie de Calivision. Enfin, chaîne YouTube, quoi. On est un peu dans le même état d'esprit, donc voilà, on va continuer à faire de belles choses de notre côté et ensemble. Et vous pouvez y retrouver Kael, du coup, et son fan club tous les mercredis à 21h sur Canal Concorde. Je vous mettrai évidemment là aussi le lien dans la description. Merci. Merci beaucoup Kael, merci à toi. Et effectivement, j'allais le dire, ton esprit flottera sur cette émission à jamais puisque tu es la première invitée et donc, comme il est de coutume, la marraine de cette émission. Donc je suis très content que ce soit toi et j'espère que toutes les émissions à venir seront aussi intéressantes et aussi bien. Merci Kael, merci beaucoup. Merci les Vous Vous écoutez Calivision, passez une belle journée.